12 juin 2024. La grande mosquée de Crimée de Kiev, une structure située au cœur de la capitale ukrainienne depuis les années 1990, est remplie au-delà de sa capacité. Pas pour les prières du vendredi même si celle-ci était très fréquentée, mais pour une cérémonie comme la ville n'en avait jamais vue depuis des siècles. Un groupe de 23 citoyens ukrainiens, pour la plupart des Ukrainiens de souche, non pas des Tatars, ni des Tchétchènes, ni des immigrés, mais des hommes et des femmes dont les familles étaient chrétiennes orthodoxes depuis des générations, se sont tenus devant un imam et ont récité la Shahada. Ils ont prêté allégeance à l'islam. Pour l'observateur occasionnel, cela pourrait ressembler à une note culturelle mineure, à une curiosité de conversion religieuse dans un pays en guerre. Mais pour ceux qui comprennent les courants plus profonds de l'histoire, de la géopolitique et de l'identité, ce moment était bien plus significatif. Il s'agit de la première secousse visible d'un changement sismique, qui se construit sous la surface de la société ukrainienne depuis des années et que les médias occidentaux ont presque entièrement ignoré. J'ai passé les 3 dernières décennies à étudier l'intersection de la religion, du nationalisme et de l'art de gouverner en Europe de l'Est. J'ai vu les empires s'élever et s'effondrer, les frontières être redessinées et la foi devenir à la fois une arme et un bouclier dans les grandes luttes de pouvoir de notre époque. Et ce que je constate aujourd'hui en Ukraine n'est pas seulement un renouveau religieux, c'est un séisme géopolitique en devenir. Laissez-moi vous dire pourquoi c'est important. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez si vous avez suivi la couverture médiatique occidentale sur l'Ukraine, vous avez entendu une histoire très spécifique sur l'islam dans le pays. Cela ressemble à quelque chose. L'Ukraine est une nation chrétienne, historiquement orthodoxe, avec une minorité musulmane petite mais de longue date, principalement les Tatars de Crimée, qui vivent sur la péninsule depuis des siècles. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, le gouvernement ukrainien s'est positionné en défenseur de la liberté religieuse, accueillant les réfugiés musulmans des territoires occupés par la Russie et soutenant même la construction de nouvelles mosquées. Le récit est celui du pluralisme, de la tolérance et d'une nation unie contre l'agression russe. Les chiffres semblent le confirmer. Selon le Comité d'État ukrainien pour les affaires religieuses, le pays compte environ 1,5 million de musulmans, dont une grande majorité de Tatars de Crimée. Le gouvernement ukrainien a souligné à plusieurs reprises son engagement à protéger leurs droits. En 2021, le président Zelensky a même signé une loi reconnaissant la déportation des Tatars de Crimée sous Staline comme un génocide. Les médias occidentaux ont largement repris ce propos, décrivant l'Ukraine comme un bastion de la tolérance religieuse dans une région où l'islamophobie est souvent instrumentalisée par Moscou. Mais voici le problème, c'est qu'il est incomplet. Les données ne soutiennent pas l'idée selon laquelle l'islam en Ukraine n'est qu'une histoire sur les Tatars de Crimée. Les chiffres sont flous, les conversions sont réelles et les implications géopolitiques sont délibérément minimisées. Ce qui se passe réellement est bien plus complexe et bien plus dangereux que ce qu'on vous a dit. Les faits cachés derrière les conversions. Commençons par les chiffres. Le chiffre de 1,5 million de musulmans en Ukraine est largement cité, mais il est basé sur l'auto-identification et inclut un nombre important de résidents temporaires, travailleurs étrangers, étudiants et réfugiés du Moyen-Orient et d'Asie centrale. Le nombre réel de citoyens ukrainiens qui s'identifient comme musulmans est beaucoup plus faible, probablement inférieur à 500 000. Et pourtant, ce qui est remarquable, c'est que leur nombre augmente, et pas seulement parmi les Tatars. Au cours des 2 dernières années seulement, les organisations islamiques ukrainiennes ont signalé une augmentation des conversions. L'administration spirituelle des musulmans d'Ukraine estime qu'entre 2022 et 2024, plus de 3000 Ukrainiens pour la plupart des Ukrainiens de souche se sont convertis à l'islam. C'est une multiplication par 10 par rapport à la période d'avant-guerre. Et ce ne sont pas seulement des cas isolés. Dans des villes comme Kiev, Odessa et Lviv, des communautés entières de convertis ukrainiens se forment, avec leurs propres mosquées, centres culturels et même une littérature islamique en langue ukrainienne. Alors pourquoi cela se produit-il ? L'explication officielle est que la guerre a conduit les Ukrainiens à remettre en question leur foi, à chercher un sens à la souffrance et à trouver du réconfort dans l'accent mis par l'islam sur la résilience et la soumission à la volonté de Dieu. Il y a une part de vérité là-dedans. La guerre a des effets étranges sur le sentiment d'identité des gens. Mais cela n'explique pas pourquoi l'islam, en particulier, attire autant de convertis, pas seulement le christianisme, mais aussi l'orthodoxie, qui est la religion dominante en Ukraine depuis plus de 1000 ans. Voici ce qui se passe réellement.
Il y a d'abord la dimension géopolitique. Depuis 2014, l'Ukraine est aux prises avec la Russie, un pays qui se positionne de plus en plus comme le défenseur des valeurs chrétiennes traditionnelles, contre un Occident décadent et laïque. Le régime de Poutine a transformé l'orthodoxie en arme, en l'utilisant comme outil de soft power pour justifier son agression en Ukraine. En réponse, certains Ukrainiens ont commencé à rejeter l'orthodoxie non seulement en tant que religion, mais aussi en tant qu'identité politique, une identité qui a été cooptée par l'ennemi. L'islam, en revanche, est considéré comme neutre. Il n'est pas associé à la Russie, ni lié à l'Occident de la même manière que le catholicisme ou le protestantisme pourraient l'être. Pour les Ukrainiens qui souhaitent se libérer de l'Église orthodoxe russe sans adopter le libéralisme occidental, l'islam offre une troisième voie, une foi à la fois ancienne et mondiale, ni orientale ni occidentale, mais quelque chose qui leur est entièrement propre. Deuxièmement, il y a la dimension économique et sociale. Les communautés musulmanes d'Ukraine, en particulier les Tatars, comptent parmi les partisans les plus virulents de l'État ukrainien. Ils ont combattu dans l'armée, servi au sein du gouvernement et défendu l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Pour les Ukrainiens qui se sentent abandonnés par l'Occident ou trahis par leurs propres élites, la conversion à l'islam peut être un moyen de montrer leur loyauté envers une communauté qui a toujours soutenu l'Ukraine. Mais le facteur le plus important et dont presque personne ne parle est le rôle des acteurs étrangers. La Turquie, en particulier, promeut discrètement mais agressivement l'islam en Ukraine. Depuis le début de la guerre, Ankara se positionne comme médiateur entre Kiev et Moscou, mais ses ambitions vont bien au-delà de la diplomatie. La Turquie considère l'Ukraine comme un élément clé de sa stratégie néo-ottomane, un moyen d'étendre son influence dans la région de la mer Noire et de contrebalancer à la fois la Russie et l'Occident. Et l'un des outils qu'il utilise pour y parvenir est la religion. Les organisations islamiques turques, dont beaucoup sont liées au gouvernement, financent la construction de mosquées, la traduction du Coran en ukrainien et même la formation d'imams ukrainiens. La direction turque des affaires religieuses a été particulièrement active, envoyant des missionnaires en Ukraine et en offrant des bourses aux étudiants ukrainiens pour étudier l'islam en Turquie. Il ne s'agit pas seulement de répandre la foi, il s'agit également de renforcer le soft power. Et ça marche. Ensuite, il y a le facteur Golfe. L'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis ont tous accru leur engagement envers l'Ukraine depuis le début de la guerre, en offrant une aide financière, une aide humanitaire, et bien sûr, une action religieuse. Les Saoudiens, en particulier, financent des centres islamiques en Ukraine, et des rapports indiquent que des convertis ukrainiens se voient proposer des voyages tout frais payés à la Mecque. Ce n'est pas de la charité. Cela renforce l'influence et fait partie d'une stratégie plus large visant à contrer l'influence iranienne et turque dans la région. Et n'oublions pas l'Occident. Les États-Unis et leurs alliés européens ont tellement cherché à présenter l'Ukraine comme un bastion du libéralisme occidental qu'ils ont complètement ignoré le changement religieux qui se produisait sous leurs yeux. Lorsqu'ils reconnaissent l'islam en Ukraine, c'est généralement dans le contexte de la tolérance ou de la diversité, une manière de contraster l'Ukraine avec la prétendue islamophobie de la Russie. Mais ils ne posent pas de questions difficiles. Que se passe-t-il lorsque l'islam devient non seulement une religion minoritaire, mais une force politique croissante? Que se passe-t-il lorsque le nationalisme ukrainien commence à se croiser avec l'identité islamique? Parce que c'est là que cela nous mène. La géopolitique, un nouveau front dans la lutte des grandes puissances. Pour comprendre pourquoi c'est important, vous devez sortir. Ce qui se passe en Ukraine n'est pas seulement une question de religion, c'est aussi une question d'avenir de l'ordre international. Nous vivons une période de profond changement géopolitique. Le moment unipolaire, la période qui a suivi la guerre froide, lorsque les États-Unis étaient la seule superpuissance, est révolu. Ce qui émerge à sa place est un monde multipolaire, où le pouvoir est réparti entre plusieurs États de Washington, Pékin, Moscou, Ankara et le Golfe. Et dans ce nouveau monde, la religion est en train de devenir l'un des outils les plus puissants de l'art de gouverner. La Russie le comprend. C'est pourquoi il a promu de manière si agressive l'orthodoxie comme pilier de son identité nationale. L'Église orthodoxe russe n'est pas seulement une institution religieuse, c'est un bras de l'État, un outil de politique étrangère et une arme dans la guerre de l'information. Lorsque Poutine parle de « Russie sainte », il ne se contente pas de faire preuve de poésie.
Il présente une vision géopolitique selon laquelle la Russie est le défenseur de la civilisation chrétienne traditionnelle contre un Occident impie et décadent. L'Occident, pour sa part, a mis du temps à reconnaître le pouvoir de la religion en géopolitique. L'ordre international libéral a été construit sur l'hypothèse que la laïcité triompherait et que la religion passerait au second plan à mesure que la modernisation progresserait. Mais cela ne s'est pas produit. En fait, c'est le contraire qui est vrai. La religion est en pleine résurgence et elle est transformée en arme par des États qui comprennent son pouvoir d'une manière que l'Occident ne comprend pas. La Turquie comprend. C'est pourquoi Erdogan a fait de l'islam un élément central de sa politique étrangère. Il n'est pas seulement un leader, c'est un calife en devenir, qui se positionne comme le défenseur des musulmans du monde entier. Et l'Ukraine est un élément clé de cette stratégie. En promouvant l'islam en Ukraine, la Turquie fait plus que simplement propager la foi, elle construit une sphère d'influence qui pourrait contrebalancer à la fois la Russie et l'Occident. Les États du Golfe le comprennent également. Pour l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, l'islam n'est pas seulement une religion, c'est un outil de soft power, un moyen de projeter son influence au-delà de leurs frontières. En finançant des mosquées et des centres islamiques en Ukraine, ils ne font pas seulement du travail caritatif. Ils jettent les bases de futures alliances, de futurs marchés et de futurs leviers politiques. Et puis il y a la Chine. Pékin suit la situation de près. La Chine ne se soucie pas de la religion en soi, mais elle comprend le pouvoir de la politique identitaire. Si l'islam devient une force significative en Ukraine, cela pourrait créer de nouvelles opportunités pour l'engagement chinois, en particulier si cela conduit à des tensions entre l'Ukraine et l'Occident. Alors, qu'en est-il des États-Unis? La réponse courte derrière. Les États-Unis se sont tellement concentrés sur les dimensions militaires et économiques de la guerre en Ukraine qu'ils ont complètement ignoré les changements religieux et culturels qui se produisent sous la surface. Lorsque les décideurs américains pensent à l'Ukraine, ils pensent en termes d'exclusion de l'OTAN, de sécurité énergétique et de lutte contre l'agression russe. Ils ne pensent pas aux mosquées. Ils ne pensent pas aux conversions. Et ils ne pensent certainement pas à ce qui se passe lorsque l'islam devient une force politique dans un pays censé être un allié de l'Occident. Mais ils devraient le faire. Parce que c'est ainsi que les empires perdent le contrôle non pas à cause d'une défaite militaire, mais à cause de l'érosion culturelle. L'Empire britannique n'est pas tombé parce qu'il a perdu une seule bataille. Elle est tombée parce que ses sujets ont cessé de croire en sa mission. L'Union soviétique ne s'est pas effondrée à cause d'une seule crise économique. Elle s'est effondrée parce que ses habitants ont cessé de croire au communisme. Et les États-Unis commettent la même erreur en Ukraine. On suppose que parce que l'Ukraine combat la Russie, elle s'alignera automatiquement sur l'Occident. Mais que se passe-t-il lorsque les Ukrainiens commencent à se tourner vers Ankara ou Riyad pour obtenir une guidance spirituelle? Que se passe-t-il lorsque l'islam devient un véhicule de résistance, non seulement contre la Russie, mais aussi contre le libéralisme occidental? C'est la question que personne ne se pose à Washington. Et c'est la question qui pourrait déterminer l'avenir de l'Europe de l'Est. Militaire et stratégique, le champ de bataille invisible. Parlons de la dimension militaire, car c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les communautés musulmanes d'Ukraine, en particulier les Tatars de Crimée, comptent parmi les combattants les plus efficaces contre la Russie. Le bataillon de volontaires tatars de Crimée, connu sous le nom de « Bataillon de Crimée », est actif depuis 2014 et ses membres ont été félicités pour leur courage et leurs compétences tactiques. Mais voici que leur efficacité ne réside pas seulement dans la formation militaire. C'est une question de motivation. Pour les Tatars de Crimée, cette guerre n'est pas seulement une question de territoire. C'est une question de survie. Ils se souviennent des déportations sous Staline. Ils se souviennent de la répression sous Poutine. Et ils voient cette guerre comme une lutte existentielle, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour son peuple. Imaginez maintenant ce qui se passerait lorsque cette même motivation commencerait à se propager aux Ukrainiens de souche convertis à l'islam. Imaginez un avenir dans lequel les bataillons musulmans ukrainiens deviendraient une force militaire importante. Imaginez un scénario dans lequel l'islam deviendrait non seulement une religion, mais une identité politique, une identité qui façonnerait la façon dont les Ukrainiens perçoivent leur place dans le monde. Ce n'est pas seulement de la spéculation. Cela se produit déjà. En 2023,
l'armée ukrainienne a créé sa première unité musulmane officiellement reconnue, le bataillon Cheikh Mansour, du nom d'un dirigeant tchétchène du XVIIIe siècle qui a lutté contre l'ex-Union russe. Le bataillon est composé à la fois de Tatars de Crimée et de convertis ukrainiens, et il a été déployé dans certains des combats les plus intenses de la guerre. Ses membres ont été félicités pour leur discipline et leur efficacité, et certains rapports indiquent que l'unité se développe. Or, d'un point de vue purement militaire, c'est une bonne chose. Des combattants plus motivés signifient une résistance plus forte. Mais d'un point de vue géopolitique, c'est un cauchemar potentiel. Car voici à qui ces combattants doivent-ils allégeance ? S'ils se battent pour l'Ukraine, c'est une chose. Mais s'ils se battent pour l'islam, s'ils se considèrent comme faisant partie d'une oumma musulmane plus large, alors leur loyauté pourrait devenir bien plus compliquée. Et c'est là qu'interviennent les acteurs étrangers. La Turquie a déjà été accusée de recruter des mercenaires syriens pour combattre en Ukraine. Que se passe-t-il lorsque des organisations islamiques soutenues par la Turquie commencent à recruter des musulmans ukrainiens ? Que se passera-t-il lorsque les États du Golfe commenceront à financer des milices musulmanes ukrainiennes ? Que se passera-t-il lorsque l'Iran commencera à considérer l'Ukraine comme un allié potentiel contre la Russie ? C'est ainsi que commencent les guerres par procuration. C'est ainsi que les conflits s'intensifient. Et c'est ainsi qu'un changement religieux local se transforme en crise de sécurité régionale. L'Occident s'est tellement concentré sur la menace militaire immédiate de la Russie qu'il a complètement ignoré les implications stratégiques à long terme de la résurgence de l'islam en Ukraine. Et c'est une erreur. Car au XXIe siècle, les guerres ne se gagnent pas uniquement avec des chars et des missiles. Ils sont gagnés avec des idées. Et à l'heure actuelle, l'islam est en train de devenir l'une des idées les plus puissantes en Ukraine. La politique intérieure. Pourquoi cela est important pour l'avenir de l'Ukraine? Parlons maintenant de la politique intérieure de cette affaire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de géopolitique, il s'agit également du type de pays que deviendra l'Ukraine. L'Ukraine est à la croisée des chemins. La guerre l'a contraint à se confronter à des questions fondamentales quant à son identité. Est-elle une nation européenne? Une nation slave? Une nation post-soviétique? Et maintenant, avec la montée de l'islam, elle est obligée d'affronter une autre nation. Est-ce une nation chrétienne? Pendant la majeure partie de son histoire, la réponse à cette question a été oui. L'identité nationale de l'Ukraine est profondément liée à l'orthodoxie, même si le pays est aux prises avec l'héritage de l'athéisme soviétique. Mais la guerre a changé la donne. Le soutien de l'Église orthodoxe russe à l'invasion de Poutine a conduit de nombreux Ukrainiens à rejeter totalement l'orthodoxie. Certains se sont tournés vers l'Église orthodoxe ukrainienne, qui s'est séparée de Moscou en 2019. D'autres ont embrassé le catholicisme ou le protestantisme. Et un nombre croissant de personnes se tournent vers l'islam. Cela crée une ligne de fracture politique. D'un côté, il y a les traditionalistes, ceux qui voient l'Ukraine comme une nation chrétienne, qui considèrent l'islam avec méfiance et qui s'inquiètent de l'influence des acteurs étrangers. De l'autre côté, il y a les pragmatiques, ceux qui voient l'islam comme un moyen de renforcer la résistance ukrainienne, de construire des alliances avec la Turquie et le Golfe et de contrer l'influence russe. Le président Zelensky a tenté de marcher sur une ligne fine. Il a publiquement soutenu la liberté religieuse et a rencontré des dirigeants musulmans pour souligner le pluralisme de l'Ukraine. Mais derrière le problème est que les mains du gouvernement sont liées. L'Ukraine a besoin de tous les alliés possibles, y compris la Turquie et les États du Golfe. Ainsi, même si certains responsables sont mal à l'aise face à la montée de l'islam, ils ne peuvent pas se permettre de s'aliéner ses partenaires potentiels. Cela crée une dynamique dangereuse. D'un côté, le gouvernement encourage le pluralisme religieux comme moyen d'opposer l'Ukraine à la Russie. D'un autre côté, il s'agit de contrôler le discours, pour s'assurer que l'islam ne devienne pas une force politique susceptible de défier l'État. Mais voici le problème, vous ne pouvez pas contrôler la religion. Une fois enraciné, il grandit selon ses propres conditions. Et en Ukraine, l'islam prend racine. Scénario: que se passe-t-il ensuite? Alors, où cela nous mène-t-il? Examinons les scénarios possibles. Scénario 1, le meilleur cas. Dans ce scénario, l'islam reste une religion minoritaire en Ukraine, mais il devient une partie reconnue et respectée du paysage religieux du pays. Les musulmans ukrainiens,
tant tatars que convertis, s'intègrent dans la société sans provoquer de division politique majeure. La Turquie et les États du Golfe apportent un soutien financier et humanitaire, mais ne cherchent pas à exercer une influence politique. Le gouvernement ukrainien maintient le contrôle des institutions religieuses et l'islam reste une foi personnelle plutôt qu'un mouvement politique. C'est le résultat qu'espèrent les décideurs occidentaux. C'est le récit de « tolérance et diversité » en action. Mais c'est aussi le moins probable. Car une fois que la religion devient un outil géopolitique, il est très difficile de remettre le génie dans la bouteille. Scénario 2, le plus probable dans ce scénario, l'islam devient une force politique importante en Ukraine. Les communautés musulmanes ukrainiennes se développent, à la fois par conversion et par immigration en provenance du Moyen-Orient et d'Asie centrale. Les organisations islamiques soutenues par la Turquie et le Golfe gagnent en influence en finançant des mosquées, des écoles et des médias. Les milices musulmanes ukrainiennes deviennent une partie plus importante de l'armée et leurs dirigeants commencent à exiger une plus grande représentation politique. Cela crée des tensions avec le gouvernement ukrainien, qui se méfie des influences étrangères mais dépend également du soutien de la Turquie et du Golfe. Le résultat est un exercice d'équilibre délicat, dans lequel l'État tente de répondre aux demandes musulmanes sans s'aliéner la majorité chrétienne. Mais l'équilibre est fragile et tout faux pas pourrait entraîner des réactions négatives. C'est le scénario qui se déroule déjà. Et c'est celle qui pourrait avoir les conséquences les plus imprévisibles. Scénario 3. Le pire des cas dans ce scénario, l'islam devient un véhicule d'ingérence étrangère en Ukraine. Les organisations islamiques soutenues par la Turquie et le Golfe commencent à exercer une influence politique directe, en finançant des candidats, en façonnant la politique et même en contestant l'autorité de l'État. Milices musulmanes ukrainiennes ne deviennent pas seulement des unités militaires mais des factions politiques armées, responsables davantage devant leurs patrons étrangers que devant Kiev. Le gouvernement ukrainien, déjà mis à rude épreuve par la guerre, se retrouve à négocier avec ces groupes non pas en tant qu'alliés mais en tant que rivaux potentiels. Et la majorité chrétienne, sentant un changement dans l'équilibre des pouvoirs, commence à réagir durement. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas d'une hypothèse lointaine. Les graines de ce scénario sont déjà semées, et elles le sont avec l'argent, les armes et l'idéologie. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières de l'Ukraine. Il y a d'abord l'angle turc. Ankara joue depuis des années un long jeu en Crimée et dans le sud de l'Ukraine, se positionnant comme le protecteur des Tatars de Crimée. Mais les ambitions de la Turquie ne s'arrêtent pas à la préservation culturelle. Sous Erdogan, l'État turc a de plus en plus brouillé les frontières entre diplomatie, religion et puissance militaire. La direction des affaires religieuses, ou Diyanet, finance des mosquées et des écoles islamiques dans les Balkans, dans le Caucase et maintenant en Ukraine. En 2021, la Turquie a ouvert une nouvelle mosquée à Kiev, la mosquée Aher Rama, d'une capacité de 3000 fidèles, l'une des plus grandes d'Europe de l'Est. Ce n'est pas seulement un lieu de culte, c'est un nœud dans un réseau. Et puis il y a le Golfe. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont discrètement étendu leur influence en Ukraine, non seulement par le biais de l'aide humanitaire, mais également par le biais d'investissements ciblés dans les infrastructures islamiques. En 2023, la Ligue musulmane mondiale, basée en Arabie saoudite, a annoncé un fonds de 10 millions de dollars pour soutenir les communautés musulmanes ukrainiennes, notamment la construction de nouvelles mosquées et la traduction de textes islamiques en ukrainien. En apparence, cela ressemble à de la charité. Mais en géopolitique, la charité n'est jamais seulement la charité. Les États du Golfe considèrent l'Ukraine comme un nouveau front dans leur rivalité avec l'Iran et la Turquie pour l'influence dans le monde musulman. Et ils ne construisent pas seulement des mosquées, ils établissent des relations avec des imams locaux, dont beaucoup sont formés dans des institutions financées par le Golfe qui promeuvent une interprétation salafiste stricte de l'islam. L'Ukraine est en train de devenir un champ de bataille pour le soft power islamique, et personne en Occident ne semble y prêter attention. Les États-Unis et l'Union européenne sont tellement obsédés par la lutte contre l'agression russe qu'ils ont négligé le fait que leurs alliés la Turquie et les États du Golfe jouent leur propre jeu. Et ce jeu pourrait avoir de graves conséquences pour la stabilité de l'Ukraine. Prenons la dimension militaire. Les milices musulmanes ukrainiennes, comme le bataillon tatar de Crimée et le bataillon Cheikh Mansour, combattent sur la ligne de front depuis 2014.
Ces groupes sont petits mais très motivés et ont acquis une réputation de discipline et d'efficacité. Mais ils sont aussi profondément liés aux acteurs étrangers. Le bataillon Cheikh Mansour, par exemple, a reçu une formation et un financement de la Turquie, et ses combattants entretiennent des liens étroits avec l'armée nationale syrienne soutenue par la Turquie. Ce n'est pas nécessairement un problème, jusqu'à ce que ce soit le cas. Parce que lorsqu'une milice commence à recevoir des ordres d'une puissance étrangère, elle cesse d'être une unité militaire nationale et commence à devenir une force par procuration. Et c'est là que les choses deviennent dangereuses. Imaginez un scénario dans lequel une milice musulmane ukrainienne, soutenue par la Turquie ou les pays du Golfe, refuserait de suivre les ordres de Kiev. Ou pire, lorsqu'il commence à exiger l'autonomie des régions à majorité musulmane du sud de l'Ukraine. Ce n'est pas seulement un problème militaire, c'est une question politique. Et c'est le genre de problème qui pourrait déchirer l'Ukraine. Maintenant, je ne dis pas que c'est inévitable. Mais je dis que c'est une possibilité que les décideurs occidentaux ignorent, à leur risque et péril. Parce qu'une fois que vous introduisez la religion dans un conflit, vous introduisez une variable presque impossible à contrôler. Et en Ukraine, où la guerre a déjà radicalisé tant de personnes, cette variable pourrait être explosive. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2022, un groupe d'Ukrainiens convertis à l'islam, se faisant appeler Résistance islamique ukrainienne, a publié une vidéo en ligne déclarant le djihad contre la Russie. La vidéo a été rapidement retirée, mais pas avant de devenir virale dans les milieux djihadistes. Ce groupe est petit, peut-être quelques dizaines de combattants tout au plus, mais c'est un signe de ce qui va arriver. Parce que lorsque vous combinez le traumatisme de la guerre avec l'attrait d'une nouvelle identité, vous créez une tempête parfaite pour la radicalisation. Et c'est là le véritable danger. Non pas que l'islam devienne la religion dominante en Ukraine, mais qu'il devienne un véhicule d'ingérence étrangère, un outil de division et un catalyseur de nouveaux conflits. L'Occident est tellement concentré sur la menace russe qu'il est aveugle aux autres forces qui façonnent l'avenir de l'Ukraine. Et le temps qu'il réalise ce qui se passe, il sera peut-être trop tard. Alors quelle est la solution ? Premièrement, l'Ukraine doit affirmer son contrôle sur ses institutions religieuses. Cela signifie réglementer le financement étranger des mosquées et des écoles islamiques, garantir que les imams soient formés dans le pays et empêcher les acteurs étrangers d'utiliser la religion comme outil d'influence. Deuxièmement, l'Occident doit reconnaître que ses alliés en Turquie et dans le Golfe ne sont pas des acteurs neutres. Ils ont leurs propres agendas, et ces agendas pourraient déstabiliser l'Ukraine d'une manière que même la Russie n'a pas fait. Mais plus important encore, l'Ukraine doit trouver un moyen d'intégrer ces communautés musulmanes sans leur permettre de devenir une cinquième colonne. C'est plus facile à dire qu'à faire, surtout dans un pays où le nationalisme est en hausse et où la confiance dans les institutions est faible. Mais si l'Ukraine n'y parvient pas, elle risque de répéter les erreurs de la Bosnie, où la religion est devenue une ligne de fracture qui a déchiré le pays. Le retour de l'islam en Ukraine n'est pas seulement une histoire religieuse. C'est une question géopolitique. Et si nous n'y prêtons pas attention, cela pourrait devenir une tragédie. Aujourd'hui, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la politique intérieure de l'Ukraine est déjà remodelée par ce lent mais constant renouveau islamique, et que le gouvernement de Kiev n'est malheureusement pas préparé à y faire face. Prenez par exemple les débats parlementaires de 2023 sur la soi-disant loi sur les organisations religieuses, censée réglementer l'influence étrangère dans les églises et les mosquées ukrainiennes. Le projet de loi a été adopté, mais dans sa forme finale, il s'agissait d'un compromis édulcoré qui n'a pas vraiment répondu au fait que les communautés musulmanes d'Ukraine recherchent de plus en plus à l'étranger des dirigeants, des financements et même des conseils théologiques. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. En 2022, le gouvernement ukrainien a officiellement enregistré l'Administration spirituelle des musulmans d'Ukraine, un organisme censé représenter la population musulmane sunnite du pays. Sur le papier, il s'agissait d'un pas vers l'intégration, donnant enfin aux musulmans ukrainiens une voix reconnue dans les affaires religieuses nationales. Mais voici un inconfortable, la Dumu n'est pas une institution ukrainienne indépendante. Ses dirigeants entretiennent des liens profonds avec la direction turque des affaires religieuses, qui étend discrètement son influence dans les Balkans et en Europe de l'Est depuis des années. L'actuel mufti du Dumu, Saïd Ismagilov, a fait ses études à Istanbul et a ouvertement loué le rôle de la Turquie dans le soutien aux musulmans ukrainiens.
Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. La Turquie a été un allié clé dans la guerre, mais cela soulève de sérieuses questions quant à savoir qui fixe réellement l'agenda de l'islam en Ukraine. Et il n'y a pas que la Turquie. Les États du Golfe progressent également. En 2021, la chaîne Al Jazeera, financée par l'État du Qatar, a publié un reportage sur les Ukrainiens convertis à l'islam, les présentant comme une minorité persécutée ayant besoin d'un soutien international. La même année, la grande mosquée Cheikh Zayed des Émirats arabes unis à Abu Dhabi a accueilli une délégation d'imams ukrainiens pour un programme d'échange culturel. Je ne dis pas qu'il s'agit d'opérations secrètes. La diplomatie est la diplomatie, mais nous devons nous demander pourquoi ces pays s'intéressent soudainement autant à la communauté musulmane d'Ukraine. La réponse est le soft power. Les États du Golfe et la Turquie considèrent l'Ukraine comme une nouvelle frontière pour leur influence religieuse et politique et investissent en conséquence. Le problème est que l'establishment politique ukrainien ne semble pas comprendre les enjeux. L'administration du président Zelensky s'est concentrée sur l'aide militaire et l'intégration européenne, traitant les affaires religieuses comme une préoccupation secondaire. Mais c'est une erreur. En 2023, un sondage de l'Institut international de sociologie de Kiev a révélé que si seulement 1% des Ukrainiens s'identifient comme musulmans, près de 10% des personnes interrogées de moins de 30 ans expriment un certain intérêt pour l'islam. Ce n'est pas une majorité, mais c'est un changement démographique qui mérite d'être surveillé. Et dans un pays où le nationalisme est souvent défini en termes ethniques et linguistiques, la montée d'une nouvelle identité religieuse pourrait devenir un éclair. Voici une autre controverse de 2023 sur la construction d'une nouvelle mosquée à Kiev. Le projet, financé par une ING turque, a été approuvé par le conseil municipal mais s'est heurté à une farouche opposition de la part de groupes nationalistes locaux, qui ont accusé les promoteurs de tenter d'islamiser la capitale. Les manifestations sont devenues violentes, avec des affrontements entre militants d'extrême droite et ouvriers du bâtiment. La réponse du gouvernement ? Silence. Aucune condamnation des violences, aucune position claire sur l'avenir de la mosquée. Ce genre d'ambiguïté est dangereux car il envoie le message aux musulmans et aux nationalistes que l'État ne protégera aucun des deux camps. Parlons maintenant de l'extrême droite, car elle constitue un élément essentiel de cette équation. Des groupes comme le mouvement Azov et le secteur droit ont longtemps été une épine dans le pied de Kiev, mais leur rhétorique a pris un ton nettement anti-musulman ces dernières années. En 2022, l'aile politique d'Azov, le corps national, a publié une déclaration mettant en garde contre une « islamisation rampante » de l'Ukraine, citant le nombre croissant de convertis comme preuve d'un complot étranger. Ce genre de langage n'est pas seulement incendiaire, c'est une prophétie autoréalisatrice. En présentant l'islam comme une force étrangère, ces groupes poussent les musulmans ukrainiens dans les bras de clients étrangers qui ne sont que trop heureux d'offrir leur protection. Et c'est là que les projections de scénarios deviennent vraiment troublantes. Imaginez que dans 5 ans, l'Ukraine soit toujours en guerre, l'économie est en ruine et le gouvernement a du mal à garder le contrôle. L'extrême droite, enhardie par son rôle dans la résistance, commence à sévir contre les communautés musulmanes sous couvert de « sécurité nationale ». Pendant ce temps, la Turquie et les États du Golfe, sentant une opportunité, intensifient leur soutien aux musulmans ukrainiens, en proposant des bourses, une aide humanitaire et même une formation militaire. Soudain, une société parallèle émerge, une société qui ne fait pas confiance à l'État et qui cherche un leadership à l'étranger. Ce n'est pas une recette pour la stabilité. Le pire des cas ? Une fragmentation à la bosniaque, où la religion devient le principal marqueur d'identité et où les acteurs étrangers exploitent ces divisions pour se tailler des sphères d'influence. Je ne dis pas que c'est inévitable, mais les signes avant-coureurs sont déjà là. En 2023, un rapport des services de sécurité ukrainiens mettait en garde contre une activité accrue des organisations islamiques étrangères, dans le pays, notamment à l'est et au sud. Le rapport a été classifié, mais des fuites suggèrent qu'il désigne la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar comme principaux acteurs. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une tendance documentée. Alors, que peut faire l'Ukraine pour éviter cela ? Premièrement, il doit cesser de traiter l'islam comme un problème étranger et commencer à le traiter comme un problème national. Cela signifie investir dans des institutions islamiques dirigées par l'Ukraine, comme l'Université islamique de Kiev, qui pourrait former des imams comprenant l'histoire et la culture du pays.
Deuxièmement, il doit réprimer le financement étranger des mosquées et des écoles religieuses, non pas par islamophobie, mais parce qu'il reconnaît qu'une influence étrangère incontrôlée constitue un risque pour la sécurité nationale. Et troisièmement, il doit s'engager auprès de ces communautés musulmanes, non pas comme une menace, mais comme des citoyens ayant des préoccupations légitimes. L'Occident peut aider, mais seulement s'il cesse de voir l'Ukraine à travers le prisme étroit de la guerre russo-ukrainienne. L'UE et les États-Unis doivent faire pression sur leurs alliés en Turquie et dans le Golfe pour qu'ils cessent d'utiliser la religion comme outil d'influence. Ils doivent également soutenir les efforts de l'Ukraine visant à construire un leadership islamique local, plutôt que de laisser des acteurs étrangers combler le vide. Mais il est difficile de constater que rien de tout cela ne fonctionnera si l'élite politique ukrainienne continue d'ignorer le problème. Le retour de l'islam en Ukraine n'est pas seulement une histoire religieuse, c'est un test pour savoir si le pays est capable de construire une identité nationale véritablement inclusive. Et pour l'instant, il échoue à ce test. La question est de savoir si quelqu'un à Kiev y prête attention. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les communautés musulmanes d'Ukraine ne sont pas de simples bénéficiaires passifs de l'influence étrangère, elles façonnent activement leur propre avenir, souvent d'une manière qui contredit les récits simplistes venant de Kiev. Prenons le cas des Tatars de Crimée. Depuis l'annexion de la Russie en 2014, leurs dirigeants, sous le Majlis, ont marché sur la corde raide entre affirmer leur identité et éviter une confrontation pure et simple avec l'État ukrainien. Mais voilà, le Majlis n'est plus seulement une organisation culturelle. Il est devenu un acteur politique de facto, qui recherche de plus en plus le soutien de la Turquie non pas par affinité idéologique, mais parce qu'Ankara est la seule grande puissance qui soutient systématiquement ses revendications d'autonomie. En 2021, le président turc Erdogan a même accueilli une délégation de dirigeants tatars de Crimée à Istanbul, où il s'est engagé à ne jamais les abandonner. Il ne s'agit pas seulement de diplomatie, c'est un défi direct à la souveraineté de l'Ukraine sur la Crimée, même si Kiev prétend le contraire. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Le gouvernement ukrainien a passé des années à tenter de présenter les Tatars de Crimée comme des citoyens loyaux, mais il n'a presque rien fait pour répondre à leurs doléances. Pas de restitution sérieuse des terres, pas de représentation politique significative, pas de réel effort pour intégrer leurs institutions dans l'État ukrainien. Au lieu de cela, Kiev a confié le problème à la Turquie, espérant que le patronage d'Erdogan empêchera les Tatars d'en exiger trop. C'est un pari dangereux. Parce que si la Turquie décide de jouer dur par exemple en faisant pression pour l'autonomie des Tatars de Crimée comme condition d'un soutien militaire continu, l'Ukraine n'aura pas de bonnes options. Soit il cède aux pressions turques, portant ainsi atteinte à sa propre intégrité territoriale, soit il réprime les Tatars, les transformant en un bloc d'opposition permanent. Aucun de ces résultats ne renforce la position de l'Ukraine. Et il n'y a pas que les Tatars de Crimée. Dans le reste de l'Ukraine, la population musulmane croît d'une manière qui défie toute catégorisation facile. À Odessa, par exemple, le nombre de convertis à l'islam a augmenté depuis 2014, les estimations suggérant que jusqu'à 10% de la population musulmane de la ville sont désormais d'origine ukrainienne. Il ne s'agit pas seulement d'un changement religieux, mais aussi d'un changement démographique. Et cela se produit dans une ville où l'influence russe a toujours été forte. Le gouvernement ukrainien a réagi avec un mélange d'indifférence et de suspicion. En 2020, l'administration régionale d'Odessa a fermé un centre culturel islamique local, invoquant des problèmes de sécurité, mais la véritable raison était presque certainement la pression de groupes nationalistes qui considèrent l'islam comme intrinsèquement pro-russe. C'est le genre de myopie qui pousse les gens à se tourner vers les clients étrangers. Si Kiev ne s'engage pas auprès de ces communautés musulmanes, quelqu'un d'autre le fera. Voici la grande stratégie. Que attend réellement l'Ukraine de ses citoyens musulmans ? Si l'objectif est l'intégration, alors l'État doit commencer à les traiter comme des partenaires et non comme des problèmes. Cela signifie plus qu'une simple représentation symbolique au Parlement, cela signifie leur donner un réel enjeu dans l'avenir du pays. Les Tatars de Crimée, par exemple, devraient se voir offrir une voie vers une autonomie significative au sein de l'Ukraine, et non se contenter de vaines promesses. Les convertis d'Odessa et de Kharkiv devraient être engagés par le biais d'institutions islamiques dirigées par les Ukrainiens, et non laissés à la merci de prédicateurs étrangers. Et l'État devrait cesser de prétendre que l'islam est un monolithe.
Les salafistes de l'Est ont des priorités différentes de celles des soufis de l'Ouest, et les Tatars de Crimée ont des griefs différents de ceux des Tchétchènes de Kiev. Une approche universelle ne fonctionnera pas. Mais il existe une autre possibilité, une possibilité que les élites de Kiev ont trop peur. Et si les communautés musulmanes d'Ukraine ne voulaient pas être intégrées? Et s'ils se considéraient comme une force politique distincte, davantage alignée sur la Turquie ou sur le monde musulman au sens large qu'avec Kiev? Ce n'est pas une position déraisonnable. Après tout, les mauvais traitements infligés aux minorités musulmanes par l'Ukraine depuis la déportation des Tatars de Crimée en 1944 jusqu'à la marginalisation des Tatars de la Volga dans les années 1990 ont laissé de profondes cicatrices. Si l'État continue d'ignorer ces griefs, il risque de pousser ses citoyens musulmans vers des identités alternatives, qu'il s'agisse du nationalisme turc, de l'islamisme ou même du séparatisme. Alors quelles sont les alternatives? La première est que le statut ignore le problème et espère qu'il disparaîtra. C'est la voie que Kiev suit actuellement, et c'est la recette du désastre. La deuxième consiste à réprimer les institutions islamiques, à interdire les financements étrangers et à traiter tous les musulmans comme de potentielles cinquièmes colonnes. Cela pourrait fonctionner à court terme, mais cela ne ferait que radicaliser les communautés qu'il est censé contrôler. La troisième option consiste à reconnaître que l'islam fait partie intégrante du paysage religieux ukrainien et à œuvrer à la construction d'un islam ukrainien fidèle à l'État. C'est la voie la plus difficile, mais c'est la seule qui offre une chance de stabilité à long terme. L'Occident a un rôle à jouer ici, mais il est limité. Les États-Unis et l'UE ne peuvent pas forcer l'Ukraine à intégrer ces communautés musulmanes, mais ils peuvent conditionner leur soutien à ce que Kiev prenne cette question au sérieux. Cela signifie lier l'aide militaire à des réformes qui protègent les droits des minorités, y compris la liberté religieuse. Cela signifie également faire pression sur la Turquie et les États du Golfe pour qu'ils cessent d'utiliser la religion comme outil d'influence. Mais en fin de compte, c'est le problème que l'Ukraine doit résoudre. En cas d'échec, les conséquences ne se feront pas seulement sentir à Kiev, elles se répercuteront sur toute la région de la mer Noire, où la Turquie, la Russie et l'Occident se disputent l'influence. Permettez-moi de terminer par un parallèle historique. Au XIXe siècle, l'Empire russe était confronté à un dilemme similaire avec ses sujets musulmans. Le gouvernement tsariste a oscillé entre la répression et des tentatives timides d'intégration, sans jamais s'engager pleinement dans l'une ou l'autre. Le résultat? Une population musulmane à la fois fidèle à l'Empire et profondément aliénée, une contradiction qui a explosé lors des révolutions de 1905 et 1917. L'Ukraine d'aujourd'hui n'est pas l'Empire russe, mais la leçon est qu'on ne peut pas ignorer les griefs de ces minorités et s'attendre à ce qu'elles restent loyales. Tôt ou tard, ils trouveront quelqu'un qui les écoutera. Le retour de l'islam en Ukraine n'est pas seulement une histoire religieuse, c'est un test pour savoir si le pays peut construire un État suffisamment fort pour accueillir sa diversité. Et pour l'instant, c'est un échec. La question est de savoir si quelqu'un à Kiev est prêt à essayer quelque chose de différent. Parce que s'ils ne le font pas, quelqu'un d'autre le fera. Et cette personne n'a peut-être pas à cœur les meilleurs intérêts de l'Ukraine.